Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission Le Jury du Dimanche, M. Christophe Yvetot. Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Il n'y a point de développement économique sans l'industrie, donc sans la transformation. Mais quel modèle industriel pour le Sénégal, pour l'Afrique ? Si l'Occident, notamment l'Europe, a enfanté la révolution industrielle, l'Afrique, berceau de l'humanité, a à faire sa révolution. L'Afrique des matières premières a encore du mal à être l'Afrique de la valeur ajoutée. D'où les défis et les enjeux de la transformation. Une création de chaîne de valeur devenue nécessaire, pour ne pas dire urgente. Des avancées, il en existe certes, mais le retard dans l'industrialisation de l'Afrique est encore énorme, pour ne pas dire abyssal. La communauté internationale s'est dotée d'un instrument qui surveille et accompagne l'évolution industrielle de chaque pays. Où en est le Sénégal, justement, puisqu'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Nous avons choisi d'inviter son représentant résident à Dakar, comme je disais tout à l'heure, Christophe Yvetot. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes juriste international, vous avez enseigné à l'université René Descartes à Paris avant de travailler en tant que chef de cabinet auprès du secrétaire général de l'Agence de la francophonie. Vous avez ensuite rejoint l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne en tant que chargé des questions politiques au bureau du directeur général sur les thèmes de l'industrie, de la recherche et du développement. On pourrait poursuivre encore cette présentation, mais le fait notable, c'est que vous connaissez bien l'Afrique. Tout à fait. Tout d'abord, une question sur la bonne gouvernance qui vous tient sans doute à cœur en tant que partenaire au développement du Sénégal. Le président Macky Sall a sommé ses ministres et les autres gestionnaires des deniers publics qui ne l'ont pas encore fait de s'acquitter de l'obligation de la déclaration de patrimoine auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Comment accueillez-vous cet ultimatum donné au ministre par le président Macky Sall ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter dans cette émission. J'en suis très honoré. Et aussi dire d'abord toute la tristesse que nous avons quand on pense à tous les Sénégalais qui ont pu perdre un être cher pendant cette pandémie et de leur manifester notre solidarité. Et en fait, sur la gouvernance, je pense qu'il y a un mouvement qui est pas seulement au Sénégal, qui est mondial, où on demande à ceux qui sont en charge des deniers publics de pouvoir justifier de la bonne utilisation des deniers publics. Et donc, on voit, je pense, dans le monde entier, de plus en plus ces obligations qui pèsent sur donc les agents publics. Aux Nations Unies, nous avons aussi adopté ce genre de mesures et tous les ans, je dois déclarer mon patrimoine. Et avec cela, vous l'avez déjà fait ? Je le fais, oui. Ça fait plusieurs années qu'aux Nations Unies, on a adopté ces standards qui permettent aussi à tous les pays qui nous financent d'avoir aussi confiance et de savoir que l'argent qu'ils investissent dans nos activités est correctement géré et que les agents publics ne s'enrichissent pas indûment sur ces ressources. Justement, quand on voit ces agents traîner le pied, parce que pour le cas du Sénégal, il s'agit bien de cela, certains ont traîné les pieds. Parfois, il y a des cas de triche aussi. C'est arrivé chez vous, vous êtes natif de la France, n'est-ce pas, avec l'affaire Jérôme Cahuzac sur des questions de fiscalité. Mais quand ces situations arrivent et qu'un président tape du poing sur la table pour dire « allez faire votre déclaration de patrimoine », comment vous l'interprétez ? Bon, je pense qu'à chaque fois qu'on passe d'un système à un autre, évidemment, il y a des habitudes à prendre et il est tout à fait compréhensible qu'au début, les gens soient un peu réticents. C'est comme quand on a commencé à interdire de fumer dans certains lieux. Ceux qui fumaient, au départ, trouvaient ça peut-être illégitime de les stopper dans le fait de pouvoir fumer partout. Petit à petit, les gens se sont habitués, et puis maintenant, vous n'avez plus de cigarettes. Il y a encore 30 ans, dans une émission comme la vôtre, peut-être qu'on aurait fumé à la télé, maintenant ça n'existe plus. Donc je pense que c'est un mouvement
Oui, on ne va pas l'arrêter. Hein, depuis 2014, oui, pour le cas de l'office. Pour la cigarette, il a fallu des fois 30 ans. Oui. Mais là, je pense que c'est un mouvement qui est lancé. Et puis aujourd'hui, vous savez que les réseaux sociaux, tous les citoyens sont là, regardent la politique. Et donc, je pense qu'il va y avoir dans ce cas des accélérations. Et notamment lorsqu'il y a une crise, parce que comme les gens souffrent plus, ils exigent aussi des gouvernants beaucoup plus de probité, beaucoup plus de parcimonie, je dirais, dans l'utilisation des deniers publics. Donc c'est quelque chose qu'on a tous vécu, où que ce soit dans le monde. C'est un mouvement mondial. Et je pense que le Sénégal, qui se place toujours dans des pays quand même qui adoptent des standards internationaux, quand même qui est un pays qui toujours essaie d'avancer vers vraiment des standards de haute qualité. Je pense que le Sénégal est tout à fait un pays qui peut faire ça et qui doit faire ça. Vous pensez que le Sénégal est un bon élève de la bonne gouvernance? Écoutez, après, tout est une question de comparaison, mais je pense que le Sénégal, il y a la gouvernance, on l'entend dans le sens que vous disiez, c'était un peu sur les questions d'utilisation des deniers publics, etc. Après, la gouvernance, c'est un terme beaucoup plus général. Donc la gouvernance, par exemple, si on prend la gouvernance lors de la pandémie, je pense que, en tout cas, le gouvernement a agi de façon très rapide, a mis en place des mesures efficaces et fortes, y compris le prêt, et maintenant peut-être le plan de relance dont on parlera. Donc la gouvernance, c'est un ensemble. Il y a aussi la gouvernance industrielle. Donc comment est-ce qu'on amène un pays à faire ses transformations économiques de fond? Et donc tout cela, c'est la gouvernance. En fait, c'est l'art du gouvernement, quelque part. Et donc on ne doit pas simplement regarder juste que certains aspects qui sont importants, parce qu'il s'agit aussi de voir comment les deniers publics sont utilisés. Mais après, mis à part les questions d'enrichissement personnel, il y a aussi comment on les utilise pour qu'ils aient plus d'impact. Et donc là, on rentre dans la question des politiques publiques. Oui. Et comment avoir les meilleures politiques publiques pour créer de l'emploi, pour permettre de ne pas être un pays simplement importateur, mais un pays aussi qui crée des richesses, qui les exporte. Comment améliorer la situation des jeunes et des femmes pour qu'ils aient toutes les compétences qui leur permettent justement d'accompagner cette transition vers plus de transformation. Tout ça, c'est de la gouvernance aussi. Très bien, vous nous y amenez, on va y aller. L'ONUDI, quelle est votre mission et comment se passe la coopération avec le Sénégal et votre organisme? Tout d'abord, l'ONUDI a été créé en 1966. En fait, c'est une requête des nouveaux pays qui sont devenus souverains et qui pensaient que les institutions telles qu'elles étaient ne reflétaient pas totalement leurs besoins. Et donc, ils ont créé deux institutions, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, c'est la partie commerce, et l'ONUDI, qui est la partie productive, de transformation productive. Et donc, on est né avec, je dirais, l'indépendance des pays. Et notre mandat, c'est vraiment de soutenir le développement industriel inclusif et durable, donc un développement qui permette pas simplement des bénéfices pour quelques-uns, mais pour le plus grand nombre, et aussi un développement industriel qui respecte l'environnement, ne pollue pas, et aussi permettre de respecter aussi les ressources naturelles. Et donc ça, voilà, c'est notre mandat. Oui. Et difficile de concilier développement industriel et absence de pollution, en tout cas développement durable, puisqu'aujourd'hui c'est à la mode. C'est-à-dire qu'on a pensé ça pendant longtemps, oui. Mais en fait, si vous épargnez si vous gérez mieux votre électricité et que l'énergie que vous utilisez et que vous épargnez 30 ou 40% sur votre facture mensuelle et qu'en même temps vous évitez d'avoir plus d'émissions, je pense que c'est très compatible. Si en même temps, dans votre processus de production, vous améliorez la productivité et vous utilisez mieux toutes les ressources, qu'il s'agisse de l'eau ou qu'il s'agisse de tous les intrants dont vous avez besoin dans votre production, et si vous évitez peut-être de polluer votre environnement, ça peut être bénéfique. Par exemple, prenons l'exemple ici au Sénégal, d'une tannerie que nous avons accompagnée, qui avait l'habitude de rejeter tous ces effluents hautement toxiques dans la mer. En fait, on pouvait tout à fait reprendre le tuyau et le retourner, avoir un circuit, un système circulaire de réutilisation de l'eau. Et ils se sont rendus compte que leur facture d'eau a baissé de 30 à 40% alors qu'ils la gaspillaient.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont simplement du bon sens, mais les ingénieurs sont là pour ça. Les ingénieurs ont toutes les solutions. Je suis allé régulièrement, quand vous avez des conférences ou des événements sur l'économie circulaire, par exemple, où on apprend que les déchets, en fait, sont des matières premières dont on n'a pas trouvé l'utilisation. On a fait une grande conférence avec le Sénégal, ici, l'année dernière. On se rend compte que beaucoup de gens ont trouvé des solutions pour tout, pour toutes les pollutions, pour toutes les réutilisations. Et si vous prenez même simplement le cas du Sénégal, si vous allez au marché de Soumbédioune, vous allez voir qu'il y a une récupération de beaucoup de déchets, des capsules, tout type de déchets qui deviennent des nouveaux produits. Et c'est ça qu'il faut créer, que les déchets peuvent devenir des nouveaux produits et des nouvelles richesses. Toujours est-il que la problématique du développement durable, ne polluez pas, peut être interprétée comme une problématique un peu égoïste de la part des pays occidentaux, industrialisés, qui ont pollué tout le temps, qui se sont développés aussi quelque part, et qui disent aux autres non, ne polluez plus, autrement dit, non, ne vous développez pas. Vous comprenez cette problématique? Et quelle explication vous en donnez? Tout à fait, parce qu'après on se dit, voilà, on commence à nous mettre des barrières, on a déjà des difficultés, et maintenant on nous met des barrières supplémentaires. Mais en fait, si vous regardez à plus long terme, les pays qui sont fortement développés ces 30 dernières années, et si on prend la Chine ou d'autres pays asiatiques, on s'est rendu compte que finalement, ils avaient fait un développement extrêmement rapide, mais au détriment aussi de l'environnement. Et donc, ça a des impacts en termes de santé. Il y a des villes où on a du mal à respirer, en termes d'environnement, des rivières qui sont complètement polluées, et que maintenant, ça leur coûte pratiquement 1% de PIB ou plus pour pouvoir corriger. Alors, la chance de l'Afrique, c'est de démarrer à un moment donné où toutes ces technologies qui coûtaient cher avant pour produire mieux, protéger l'environnement, aujourd'hui, elles sont à des prix très abordables. Pourquoi ne pas commencer sur le bon pied plutôt que de prendre des technologies du 19e siècle alors qu'on est au 21e siècle? Donc aujourd'hui, c'est une chance, une possibilité de faire un saut technologique et de commencer avec la production propre. La couche d'ozone ne s'est jamais bien comportée que maintenant, avec cette crise de la pandémie de Covid-19 que nous sommes en train de vivre. Finalement, cette pandémie, pour l'ONU dit, le printemps de l'industrie ou plutôt une mauvaise nouvelle pour l'industrie? D'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est une crise, la pandémie, avec le fait d'avoir stoppé beaucoup d'activités humaines et économique est d'abord une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Maintenant, en même temps, elle a permis de révéler... J'allais dire le printemps de l'environnement plutôt. Hein? Tout à fait. Oui. Elle a permis aussi... Donc, ça a permis de... Comment dirais-je ça a diminué fortement l'impact sur l'environnement, mais on se rend compte aussi qu'on ne peut pas s'arrêter de vivre, parce que sinon, nous allons aller vers une crise économique et sociale terrible. Donc, qu'est-ce que la crise, elle a eu en termes d'industrie? Elle a révélé simplement ce que le plan Sénégal émergent avait déjà identifié, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de production, de transformation et de compétitivité industrielle. Et pendant des années, on a oublié, si vous prenez une voiture, on a parlé de tout. Pendant des années, on s'est occupé de la couleur des sièges, des rétroviseurs, mais on a oublié le moteur. Le vrai moteur de la croissance et du développement, c'est le moteur. Et donc, si on ne s'occupe pas du moteur qui est l'industrie, tout le reste devient superficiel. Mais une fois que vous avez un bon moteur, après vous pouvez penser aux sièges, aux roues, au reste, tout ce que vous allez mettre autour. Mais c'est le moteur qui fournit toute cette énergie, ce mouvement. Et ça, c'est l'industrie. Je rappelle que nous recevons le représentant résident de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, représentant de l'ONUDI donc à Dakar, M. Christophe Yvetot. On va poursuivre un peu sur la thématique de cette crise et son articulation avec l'industrie, mais pour essayer d'avoir votre vision un peu plus globale. Cela fait plusieurs mois que la planète est affectée par la pandémie, avec une crise à la fois sanitaire, sociale, économique, on peut même dire une crise politique dans certains pays. Quelle compréhension l'ONUDI a de cette crise multiforme? Tout d'abord, on a vu que l'économie telle qu'elle était organisée depuis 30 ans a atteint des niveaux d'efficacité énormes avec des chaînes de valeur globales. Vous avez un produit, parfois, dont la production est, je dirais, disséminée
autour de dizaines de pays qui travaillent pour l'automobile, qui travaillent pour les téléphones. Et en fait, avec ces chaînes de valeur globales, on a réussi quand même à baisser fortement les prix. Maintenant, on s'est rendu compte aussi que lorsque les transports ont été bloqués et que tout a été bloqué, du coup, on a une interruption dans les chaînes de valeur. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. On l'a vu, et c'est un impact évidemment en matière directement sanitaire. Plus de masques, plus de gel, tous les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, les produits de protection individuelle n'étaient plus disponibles. Et donc, ça a quelque part révélé vraiment que les pays s'étaient désarmés. Et qu'un pays comme le Sénégal, mais d'autres, parce que même les pays européens, même les États-Unis, tout le monde était finalement dépendant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un oubli, peut-être, qu'on a oublié pendant des années. Le moteur, comme je disais, c'est la production industrielle. Et peut-être que toutes les productions industrielles ne sont pas viables au plan national, mais en tout cas, il y a un besoin de réfléchir à comment mieux assurer ces approvisionnements, peut-être en s'approvisionnant moins loin, peut-être en faisant plus de stocks, mais aussi récupérer une part de production nationale qui permet au pays déjà d'ajouter de la valeur, de devenir plus autonome et indépendant, mais aussi de créer des emplois. Parce qu'on ne peut pas simplement être un pays consommateur. Oui. Il faut avoir des devises. Pour avoir des devises, il faut bien produire et exporter. Mais j'allais vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut produire alors ? On sait tout le débat qu'il y a eu lieu ici comme ailleurs, pour donner juste un banal exemple, les masques. Le monde s'est retrouvé, y compris des pays industrialisés, s'est retrouvé sans masques, se sont retrouvés même à se quereller autour des masques. Qu'est-ce qu'il faut produire finalement ? Il faut d'abord déjà... Et à un moment, ça a fallu même, comment dirais-je, ressembler à quelque chose de vieux jeu, en évoquant même la nécessité de produire des masques à un moment donné, quoi. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Donc d'abord, il y a plusieurs réactions possibles. Oui. Déjà, lorsque la crise est survenue, beaucoup d'industries ou de secteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Bon, est-ce que ce n'était pas le moment, justement, et c'est ce qui s'est passé un peu au Sénégal, de pouvoir travailler avec les artisans, de pouvoir travailler avec les industries textiles pour la production de masques ? Donc voilà, il y a une période un peu difficile. Est-ce qu'on ne peut pas, je dirais, travailler sur une reconversion, même, je dirais, peut-être temporaire, pour qu'on continue quand même des activités et permettre, je dirais, de continuer à maintenir des emplois pour des secteurs qui sont hautement utiles à la société à plus long terme. Il est clair qu'il faut certainement, qu'il s'agisse des produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse des produits médicaux, tout ce qui est, ce que je disais, les équipements de protection individuelle, les masques, tous les produits, les draps dans les hôpitaux, les bottes. Il faut ensuite estimer quels sont les besoins nationaux et comment pouvoir s'assurer qu'ils puissent être produits localement. Et donc ça, c'est une réflexion qu'il faut certainement avoir. Je sais que le gouvernement l'a, notamment pour tous ces produits pharmaceutiques, produits de protection individuelle. Et puis quand on parle aussi des produits alimentaires... On s'est quand même rendu compte que la seule usine qui fabriquait des produits pharmaceutiques était fermée. Aujourd'hui, le Sénégal parle de sa relance, c'est la société Médis. Tout à fait. Oui. Bon, il faut, je pense que... Au-delà des discours, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Tout à fait. Donc c'est un discours qui doit être pris, je dirais, au sérieux et de façon un peu holistique, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi une entreprise ferme. Et pourquoi, peut-être, qu'est-ce qui pèse trop sur les entreprises des secteurs productifs. Donc il faut prendre tous les secteurs productifs. J'ai été invité par son Excellence le ministre du Développement industriel pour rencontrer le secteur de l'acier. Il y a le secteur pharmaceutique et les secteurs de la production agroalimentaire. Tout ce qui est la production, la transformation, il faut peut-être revoir quels sont les différents poids qui pèsent sur ces industries pour permettre, avec des mesures, je dirais, au niveau macroéconomique, qu'il s'agisse des impôts, des charges diverses ou des soutiens qui peuvent venir soutenir ces secteurs. On voit de par le monde une réflexion nouvelle pour voir alléger leur poids pour qu'ils soient plus agiles et qu'ils puissent produire. Parce que le bénéfice, il va venir du fait de retrouver cette production, d'avoir des emplois dans les secteurs assez avancés. Et donc l'État s'y retrouvera à la fin. Il faut aller vers des incitations fiscales, par exemple, pour des industries comme l'industrie pharmaceutique. Il y a des industries. En fait, la fiscalité, c'est une part. Ça peut être une part, parce qu'il faut regarder après à quoi sont exposés les concurrents.
parce qu'il faut regarder si vous avez un sac plus lourd que vos concurrents dans la course mondiale, il faut regarder comment alléger ce sac. Mais après, c'est pas ça ça ne suffit pas. Après, il faut travailler aussi beaucoup sur la compétitivité. Comment avoir plus de productivité dans l'entreprise, comment mieux gérer les ressources, l'énergie, tous les intrants qui viennent, comment aussi être innovant, parce que dans la compétitivité, vous avez la compétitivité coût. Donc là, l'État peut aider certainement à baisser certains coûts. L'entreprise peut travailler de façon plus efficace pour baisser ses coûts, mais le gros, je dirais, la compétitivité la plus forte, c'est sur l'innovation. Dès que vous créez un nouveau produit, vous êtes seul sur le marché, finalement. Et donc, c'est l'innovation qui va permettre à l'industrie de devenir plus performante. Sur le thème précis, particulier de l'industrie pharmaceutique, au moment où on parle de la relance de la société Médis Sénégal, est-ce que l'ONUDI est prête à accompagner? Nous sommes prêts évidemment à accompagner avec les outils que nous avons. Donc, nous pouvons tout à fait aider en essayant de mobiliser des partenaires déjà, des partenaires financiers. Nous pouvons aider en essayant de comprendre comment on peut améliorer la productivité. Mais vous savez, il y a aussi déjà des secteurs qui vont mettre le Sénégal en valeur. Si vous prenez ce test à moins de 600 francs CFA, ce test rapide qui va être développé par l'Institut Pasteur et la société britannique Mologic, le test est déjà validé et il est prévu que l'Institut Pasteur produise de 1 à 4 millions ou plus de ces tests. Aujourd'hui, ça coûte 40 000 francs CFA et ça coûtera 600 francs CFA. Donc, le Sénégal peut déjà se positionner, déjà à court terme. Après, à moyen terme, c'est aider de voir comment des sociétés comme Médis puissent reprendre leurs activités, ou d'autres. Il y a aussi un regroupement des pharmaciens qui s'appelle Teranga Pharma. Les pharmaciens se sont réunis, ils ont déjà commencé à mettre en place un site de production. Ça déjà, dans un deuxième temps, c'est aussi une possibilité, à la fois Médis et puis Teranga Pharma. Et puis à plus long terme, il y a aussi un projet qui s'appelle Pharmapolis, et là, de pouvoir créer une vraie industrie avec un parc industriel consacré aux activités pharmaceutiques, qui permet là d'avoir vraiment une agglomération de producteurs et qui permet plus de productivité. Oui. Alors, on a eu tout un débat sur le protocole médical, la dioxychloroquine, il y a le médicament malgache, si on peut le qualifier comme ça, l'artémisia, mais il y a surtout le vaccin, l'enjeu du vaccin, des personnalités diverses de la planète dont le président Macky Sall a eu à signer une tribune il n'y a pas longtemps en appelant à un vaccin pour tous. Quelle est la position de l'ONUDI sur cette problématique? Bon, tout d'abord, il y a des essais qui sont divers et variés avec différents médicaments. Moi, je ne suis pas médecin, je laisse les médecins et les institutions, les instances nationales ou internationales valider les médicaments ou les traitements qui sont essayés de part et d'autre. Il y en a beaucoup qui sont essayés. Bon, on en a un qui, évidemment, qui a été plus fameux avec l'hydrochloroquine associé à des antibiotiques. Je ne me permettrai pas de juger ici. Après, quand on parle d'artémisia, il est clair que pour valider un produit pharmaceutique, il y a des procédures qui sont internationales et qui doivent être respectées. Si artémisia doit devenir un produit pharmaceutique, pour l'instant c'est peut-être un supplément alimentaire ou en tout cas un produit qui peut avoir un certain effet, mais pour qu'il devienne un principe actif pharmaceutique, il y a tout un processus d'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, il ne peut pas déroger à cette pratique. Ensuite, sur la partie sur la production d'un vaccin qui soit accessible à tout le monde, bon, l'Union européenne a lancé un appel qui a reçu à peu près plus de 7,5 milliards de promesses, en tout cas de financement, pour justement avoir un vaccin qui serait donc accessible à tous. Donc voilà, c'est la voie à faire. Il n'y a aucun pays ne va pouvoir s'en sortir seul. Et donc, soit tout le monde est vacciné, soit on aura toujours cette question de la pandémie. Maintenant, avant que le vaccin arrive, on sait que ça va prendre encore un peu de temps. Ouais. Ce sont toujours un peu ce qu'on appelle les gestes barrières. Donc le masque, les gels, bien se laver les mains. Et puis il y a ce test
où le Sénégal va être en première ligne. Imaginez un test à 600 francs CFA. Et ça veut dire qu'il peut être universellement utilisé dans les voyages, dans les avions. Chacun peut faire son test et ça dure 10 minutes. Il n'y a pas besoin de laboratoire. Vous faites votre test et vous prenez l'avion. Ou vous allez dans un lieu public et peut-être vous pouvez faire ce test. Donc ça, c'est aussi le test en masse. Plus les gestes barrières, je pense que ça va être ce qu'on dit en anglais « the new normal », c'est-à-dire notre nouvelle normalité, notre nouveau monde dans les prochains mois, ça va être ça. En tout cas, 600 francs, c'est beaucoup mieux que 40 000 francs CFA. On est bien d'accord. Christophe Yvetot de l'ONUDI Sénégal est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Des questions d'auditeurs qui nous amènent à parler de l'industrie sénégalaise ou de l'industrialisation du Sénégal. Ibrahim Bousso qui vous demande « Que pensez-vous de l'industrie sénégalaise et est-elle sur la voie du développement où y a-t-il encore des efforts à faire ?» Zal Salif Ndiaye, l'État sénégalais doit-il beaucoup plus s'appuyer sur le secteur industriel pour la création de l'emploi des jeunes? Oui. Quel regard sur l'industrie sénégalaise ou l'industrialisation du Sénégal? Tout d'abord, le plan Sénégal émergent avait bien identifié les besoins. Parce que en fait, l'industrie sénégalaise, elle est composée de 97,5% de petites et moyennes entreprises. Le reste, ce sont des grosses entreprises. Nous, ce qu'on mesure, la température un peu que l'on mesure, nous, à l'ONUDI, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière. Ça permet de mesurer la transformation, en fait. Et on calcule la valeur ajoutée manufacturière par rapport au produit intérieur brut, ou par tête. Et donc, si on regarde le Sénégal, selon les statistiques, on a à peu près 16%. Disons que les Nations Unies recommandent plus de 20%. Quand vous avez plus de 20%, ça veut dire que vous avez une certaine plus grande richesse. On calcule à 16%. Pour l'industrie manufacturière, c'est vraiment à 16%. Oui. Et ça, c'est en tenant compte de l'inflation, etc. Mais si on parle à coût constant depuis 90, on est plutôt à 9%. Donc le Sénégal, c'est plutôt désindustrialisé. Parce qu'avant, vous le savez, il y avait du textile, il y avait d'autres activités qui existaient, qui ont disparu. Et en fait, mais grâce au plan Sénégal émergent et aussi au programme que nous avons avec le Sénégal, à l'époque, le Premier ministre a demandé à l'ONUDI d'aider à mettre en place le volet industriel du plan Sénégal émergent. Et ça veut dire de revoir la politique industrielle, d'aider le gouvernement à mieux coordonner au sein du gouvernement toutes les activités industrielles, parce qu'en fait, c'est pas simple. Évidemment, le ministère du Développement industriel a un rôle moteur, mais finalement, le ministère de la Pêche qui fait de la transformation de poissons, c'est de l'industrie. Le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi, formation professionnelle et de l'artisanat qui fait de la formation professionnelle en matière industrielle, c'est de l'industrie. L'agriculture qui se met à faire de la transformation pour faire du cuir ou autre, c'est de l'industrie. Et donc, il faut que ça soit une politique gouvernementale. Ça, c'est la gouvernance. 2, il faut aussi se lancer sur des grands projets qui peuvent permettre de mobiliser à la fois les institutions, les entreprises, mais aussi les partenaires. Et là, ce sont les zones économiques spéciales, les parcs industriels, les agropoles, le hub minier. Et tout ça a un objectif, c'est de vraiment concentrer l'action du gouvernement pour attirer le plus possible d'investisseurs nationaux, mais aussi internationaux, qui vont apporter à la fois du savoir-faire, de la technologie, dont les entreprises sénégalaises vont pouvoir bénéficier et ensuite, après quelques années de pratique, pouvoir se lancer sur le marché international. Et le dernier point, c'est aussi de s'assurer que les dossiers industriels vont redevenir, je dirais, attractifs pour les partenaires. Si vous regardez dans les dernières 20 années, il y a peu de partenaires au développement qui se sont penchés sur les dossiers industriels. Et maintenant, on ressent un regain d'intérêt. On a accompagné le gouvernement pour signer des accords importants, notamment pour l'Agropole Sud, avec la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. Et on a aussi maintenant le gouvernement allemand, qui a déjà signé un accord avec l'ONUDI pour soutenir l'Agropole Sud, et aussi le parc industriel de Diamniadio. Vous avez aussi Enabel, la coopération belge, qui maintenant va financer une partie du parc de l'Agropole Centre, mais aussi la Banque européenne d'investissement et encore la Banque africaine de développement qui vont financer l'Agropole Centre et l'Agropole Nord. Donc vous voyez, tous ces gros dossiers n'existaient pas. Et donc si vous regardez même le budget
2019 et le budget 2020, vous allez voir que les ressources du ministère du Développement industriel ont été multipliées presque 20 grâce à ces grands dossiers qui ont été mis sur la table et qui sont maintenant soutenus par les partenaires. Oui, pour insister sur ces agropoles, si nous donnons l'exemple du parc industriel de Diamniadio, pour certains c'est une grande vision, pour d'autres oui, c'est une vision qui ne va pas trop loin. Quel est, vous, votre jugement du parc industriel de Diamniadio? Tout d'abord, vous y avez fait partie, il me semble. Tout à fait, il fait partie du programme que nous avons établi. Donc nous avons aidé déjà à établir le master plan. Nous avons fait des études sur son statut juridique et institutionnel, aussi sur l'analyse coût-bénéfice. Nous avons amené les meilleurs spécialistes mondiaux des zones économiques spéciales et des parcs industriels, des experts qui ont travaillé dans plus de 100 pays pour développer en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour développer ces parcs, donc qui connaissent totalement le marché et qui ont fait leurs recommandations. C'est un parc industriel aux normes internationales. Voilà, un parc industriel aux normes internationales, mais aussi, pas seulement aux normes internationales, mais qui est compétitif par rapport aux concurrents. Et donc, l'idée, c'était quel type d'avantages on donne. Les entreprises ne viennent pas... Je vous pose la question. Oui, je vais vous le dire. Donc, les entreprises ne viennent pas simplement parce qu'il y a des rabais fiscaux. Les entreprises viennent si ils ont une facilité à faire leurs activités. Alors, le problème foncier, qui est un problème récurrent. Le problème foncier, c'est toujours difficile pour des entreprises d'arriver, de trouver un terrain, de le sécuriser, de l'aménager. On perd beaucoup de temps. Notre expérience, par exemple, en Éthiopie, où on est déjà en train de créer 5 parcs, montre que grâce aux parcs, les investisseurs gagnent 80% de temps. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de temps à faire tous les dossiers, sécuriser son foncier, l'équipement, etc. 80% de gains de temps. Et 90% de gains en coût. Parce que quand vous arrivez dans le parc de Diamniadio aujourd'hui, vous avez votre bâtiment, il est là. Le hangar est prêt. Vous avez juste, comme on dit en anglais, plug and play. Vous vous branchez et vous faites vos activités. Vous n'avez pas de problème de foncier. Vous avez accès à un guichet unique avec toutes les administrations, douane, inspection du travail et autres administrations, impôts, etc. Vous avez aussi peut-être accès pas loin à des centres de formation professionnelle. Vous avez un service d'assainissement, une cantine, beaucoup de choses qui font que quand des entreprises se retrouvent dans ce contexte, elles ont un contexte logistique qui fonctionne. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est un contexte logistique pratique, accès à l'électricité, accès à l'eau, et voilà des coûts qui diminuent. Et aussi, ce sont pratiquement des hôtels 5 étoiles pour les entreprises. Plutôt qu'aller faire du camping, je dirais, elles peuvent s'installer dans un endroit qui est accueillant pour elles et qui leur permet de travailler tout de suite sans perdre de temps. Est-ce qu'il y a eu un appui financier de votre part et à combien s'élèverait-il ? Nous, évidemment, nous ne sommes pas des constructeurs, donc on ne fait pas, nous, des infrastructures. Ça, c'est le gouvernement qui doit s'en charger. Nous soutenons le parc, par exemple, avec beaucoup de ressources, peut-être autour de 10 millions de dollars, parce que nous avons des gros programmes aussi financés par le Fonds pour l'environnement mondial, qui revoit toute la gestion des déchets du parc, qui revoit toute l'efficience énergétique du parc. Nous avons aussi réussi à mobiliser des fonds du gouvernement français pour que le parc soit, que l'électricité générée par le parc soit solaire. Donc 40% dans les prochaines années, bientôt 40% de l'énergie du parc va être solaire. Et nous avons mobiliser de l'expertise, comme je vous l'ai dit, pour faire le master plan, pour avoir, je dirais, la comparaison et les meilleures recommandations pour que ce parc soit pas seulement aux normes internationales, mais qu'il soit compétitif par rapport aux compétiteurs qui sont autour. Et on a comparé ça avec le Maroc, avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, avec le Vietnam, pour voir quelles sont les meilleures conditions pour qu'un parc comme celui-ci fonctionne. La question foncière, vous l'avez vaguement évoquée, mais c'est un gros sujet. On ne peut pas parler de l'industrialisation ou de l'industrie tout court sans parler de la question foncière. Mais il se trouve qu'il y a tout un débat. Beaucoup de Sénégalais ont le sentiment qu'on prend leurs terres pour leur donner à des étrangers, des firmes étrangères, à donner ça à des investisseurs.
au détriment des nationaux, que l'agrobusiness est un prétexte pour déposséder les paysans de leurs terres. Il y a eu une commission de réforme mise en place par le président Macky Sall qui a fait ses conclusions avec les réserves conseil du chef de l'État qui a dit attention, si on donne le pouvoir d'attribuer les terres aux collectivités locales, on risque de se retrouver avec des difficultés. C'est une problématique qui est là. Elle vous interpelle ? Évidemment, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse créer le plus d'emplois pour les jeunes et les femmes, pour ces petits agriculteurs ou ces petits producteurs. Et donc, l'idée, c'est de ne pas opposer la locomotive et les wagons, mais c'est brancher les wagons aux locomotives. Donc, on a vu dans beaucoup de pays, la Chine ou la Corée du Sud, ont permis à des investisseurs étrangers de venir s'installer, souvent avec des conditions que même le Sénégal ne donne pas, pratiquement avec rapatriation des bénéfices, détaxation totale, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est le lien que vous allez établir entre les investisseurs internationaux et les petites et moyennes entreprises locales. Quel est le bon et donc, modèle ? le bon moyen, c'est la sous-traitance, par exemple. Nous avons contribué au Sénégal à créer justement ces bourses de sous-traitance. Et donc, il faut comment aider les petits producteurs à pouvoir accéder à des marchés beaucoup plus importants. Aujourd'hui, si on parle de la Casamance, mais on peut parler de toutes les régions, il y a on voit bien que dans les analyses que nous avons faites, pour pouvoir avoir le financement, c'est un dossier de 1000 pages d'analyse de toute la production. On se rend compte que la production n'est pas bien organisée, que les agriculteurs sont un peu disséminés, mais pas du tout coordonnés. Et donc, est-ce qu'un investisseur va venir s'il doit négocier 3000 petits contrats ? Non, par contre, si vous aidez les petits producteurs à se structurer, à se mettre ensemble, ils pourront vendre un gros volume. Et s'ils le font à une bonne qualité et à un prix correct, vous allez voir des investisseurs d'un certain poids qui peuvent être nationaux ou internationaux, peu importe. Ce qui compte, c'est que, comme on dit, c'est pas que le chat soit noir ou blanc, c'est qu'il attrape la souris, comme disait Deng Xiaoping. Mais que le gros ne mange pas le petit. Exactement, mais en fait, il faut les faire travailler ensemble. Parce que le gros, il a besoin d'une grosse production pour pouvoir être compétitif. Et si vous dites à des producteurs de mangue, voilà, demain, telle grosse entreprise va vous acheter un gros volume de mangue, mettez-vous ensemble pour vous assurer que vous êtes capable, le jour J, que tant de tonnes de mangue se trouvent devant la porte de l'usine, de même qualité et à un prix correct. Et là, je suis sûr que tous les producteurs, s'ils ont l'assurance de vous vendre à un bon prix et d'avoir cette sécurité d'un marché pratiquement qui vient à leur porte, tous ces agriculteurs vont s'organiser. En tout cas, nous, le travail que nous faisons, nous avons reçu des financements du gouvernement allemand qui assure la présidence de l'Union européenne en ce moment. Et avec ce programme, nous avons justement l'objectif d'améliorer toute la structuration des producteurs, qu'il s'agisse de la mangue, de l'anacarde ou du maïs, et de former les jeunes et les femmes pour que quand les entreprises d'une certaine taille vont venir, avoir le meilleur système où on aura une locomotive, mais on va pas oublier les wagons, on va permettre aux wagons de s'accrocher. Oui. Et ça, je vous dis que vous avez une grande entreprise, d'un coup, ça décolle très fort. Oui, mais j'utilise votre image, la locomotive et le wagon. Il se trouve que le wagon, si on considère le wagon comme étant les populations locales, peut avoir le sentiment qu'il est dépossédé de son bien. Comment régler ce problème? Je pense que si les petits producteurs vendent plus et gagnent plus, ils ne vont pas se sentir dépossédés du tout. Terre, mais je parle de la terre. Non, la terre, je pense que ça... Non, la terre, ça, c'est quelque chose qui doit être négocié et ce n'est pas des entreprises étrangères qui doivent s'approprier des terres. Il ne s'agit pas de ça. C'est un projet d'État. Oui. C'est un projet qui est négocié où des municipalités doivent autoriser l'utilisation de certaines terres. Mais c'est pour le bien commun. Oui, c'est arrivé à Fanaï, dans le nord du pays. Oui, je vous en prie. Allez-y. Non, c'est-à-dire que c'est un investissement public qui permet de bénéficier à tous les petits producteurs. Parce que si dans le parc, il y a certains services comme, par exemple, le contrôle qualité, ça servira certainement pour la mangue et l'anacarde et le maïs, mais après, ça servira aussi pour la banane, ça servira pour le riz, ça servira... Donc, il y a des services qui vont être là, qui vont soutenir toute la population. L'idée, c'est vraiment de renforcer, avant que même l'agroparc, je dirais, soit mis en place,
qu'on fait monter en puissance toutes ces petites entreprises et tous ces petits producteurs pour qu'ils soient capables de se brancher. C'est ça l'objectif, c'est de les mettre à niveau qu'ils puissent se brancher. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir une croissance rapide et un emploi de masse. Parce que là, on ne parle pas simplement de créer des petites entreprises, etc. C'est aussi d'avoir un effet de masse, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont être sans emploi. Et l'agro-industrie, tous les pays l'ont vécu, le Vietnam, la Chine, la Corée du Sud, c'est le secteur dans lequel vous pouvez avoir une multiplication rapide des emplois et des revenus. Parce que quand vous passez d'une agriculture de subsistance à l'agro-industrie, les jeunes, au lieu de venir à Dakar et s'occuper par des services peu productifs, ils peuvent gagner 2 ou 3 fois le salaire de leurs parents. Donc c'est quand même une autre dynamique que vous infusez, c'est une dynamique de croissance, c'est une dynamique de bien-être des personnes qui vont mieux gagner, avoir plus accès à la santé, à l'éducation et une vie meilleure. Autosuffisance alimentaire, emploi, richesse. Alors, vous avez entendu parler de l'affaire des terres de Ndengler, de Djilakh, avec la compagnie, la Sédiment. Vous avez suivi cette affaire? Je suis désolé, je n'ai pas suivi, mais je suis... Vous ne souhaiterez pas vous prononcer dessus? Oui. Non, en fait, j'avoue que je n'ai pas suivi, j'ignore un peu, donc je suis un peu... Justement du foncier, avec une entreprise qui veut faire de l'agro-business, qui est dans l'aviculture, en ayant fait même des preuves dans le domaine de l'autosuffisance du Sénégal, en poulet par exemple, et d'autres populations qui pensent que oui, on a pris une bonne partie de leurs terres. La solution qu'il faudrait envisager. Je pense que nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment toujours la concertation et le consensus. Parce que c'est vrai, le temps des décisions unilatérales est peut-être un peu passé. C'est-à-dire que je pense qu'il est, en tout cas, je ne me prononcerai pas sur ce cas-là, mais en général, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un dialogue, une sorte de diplomatie industrielle au niveau local qui implique l'État, les services, les acteurs, je dirais, les autorités territoriales, les groupements de producteurs, les entreprises et tous les services, et qu'il y a possibilité d'un dialogue. Si je prends, par exemple, il y a des bons exemples justement de développement au niveau des autorités territoriales. J'étais au lancement au Forum économique de Koungheul, par exemple. Et là, voilà l'exemple d'un conseil régional, conseil départemental qui décide d'avoir sa politique industrielle. Mais elle est faite avec tout le monde de façon transparente. Et toute la société soutient parce que ça a été le fruit d'un dialogue, c'était le fruit justement d'un projet qui est commun et donc qui n'est pas de spolier les uns pour les autres. Un autre exemple, c'est la zone économique et le parc industriel de Sandiara, par exemple. À Sandiara, le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas de ressources, mais il a du foncier. Au lieu de brader le foncier aux uns et aux autres, il a décidé, le foncier, moi je vais le garder pour les entreprises. Il y a aujourd'hui 6 entreprises qui sont installées, 500 emplois, et il a multiplié son budget par 10. Donc il y a une façon de faire qui existe déjà au Sénégal, de travailler avec les populations, de travailler avec le secteur privé, de faire un dialogue et de travailler ensemble. Et tout le monde peut y gagner. Il faut vraiment instaurer, je dirais, mettre en place cette espèce de diplomatie industrielle à l'échelon local pour éviter ce type de problème. On retiendra en tout cas cette solution du représentant de l'ONUDI, Christophe Yvetot, la diplomatie industrielle peut-être qui réglera toute cette polémique autour du foncier au Sénégal. Nous poursuivons notre émission Jury du dimanche, e-radio, e-TV. La question de l'emploi. Ah oui, il faut qu'on approfondisse ce sujet. Dans quelle mesure l'industrie peut être une réponse à la préoccupation de l'emploi? On est dans un pays où le taux de chômage est quand même assez important, mais je signalerai au passage cette décision annoncée en Conseil des ministres mercredi dernier, une mutualisation des structures comme le FONSIS, le FONGIP, la BND et autres, mais aussi mutualisation entre la DER pour les femmes et les jeunes, l'ANPEJ, l'ADPME, Bureau de mise à niveau, entreprise, emploi, création de richesses. Est-ce que l'industrie peut vraiment être une réponse à la problématique de l'emploi? Je pense que c'est la seule crédible et qui peut avoir l'impact souhaité en fonction de la croissance démographique aussi.
Parce que, en fait, le Sénégal c'est comme est sur la bonne voie. Eh ben, en tout cas, il doit tout faire pour être sur la bonne voie, mais avec, je dirais, le programme de partenariat pays, hein, c'est le programme que nous avons développé, que nous avons signé aussi avec le ministère de l'économie. Ce programme-là a pour objectif d'accélérer la transformation industrielle. C'est un programme que nous mettons en œuvre dans plusieurs pays en Afrique. C'est une nouvelle méthodologie de développement industriel accéléré. Comme je disais, politique industrielle, gouvernance, grands projets, partenariat. Mais pour répondre plus clairement à votre question, comme je le disais, le problème du Sénégal et beaucoup de pays africains, c'est, comme vous le disiez, il y a un manque de transformation. Alors qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ne veulent plus travailler comme leurs grands-parents, leurs parents et leurs arrière-grands-parents dans l'agriculture de subsistance. Donc il y a un exode rural. Les gens vont dans les villes, mais il n'y a pas forcément d'emploi. Or, si vous prenez une mangue, que vous commencez à la trier, à l'éplucher, à la presser, à prendre la noix de la mangue pour faire de l'huile, qu'avec les déchets, vous faites de la nourriture pour les animaux, vous créez de la biomasse, etc. À chaque étape de transformation, vous faites des jus, vous faites de la mangue séchée, vous faites des colorants, ou vous faites des parfums. À chaque étape de transformation, en fait, vous avez toujours plus d'emplois. C'est comme une pyramide à l'envers. À chaque fois que vous montez dans la transformation, vous avez plus d'emplois parce que, outre les gens qui vont travailler peut-être dans les fabriques, dans la transformation, il y a des gens qui doivent s'occuper de la maintenance des équipements, il faut qu'ils soient qualifiés. Il y a des gens qui vont être des comptables, il y a des gens qui vont être des managers, il y a des gens qui vont s'occuper du marketing. Et puis autour, vous allez avoir des services de soutien, transport, banque, finance, assurance. Pour un emploi dans l'industrie, vous en avez au moins 3, mais voire plus, dans tous les services autour. Donc c'est un multiplicateur d'emplois. En fait. Mais aussi, il y a cette tendance à dormir sur les matières premières, pour ne pas dire sur ses lauriers. On se contente de ces matières premières sans songer à la transformation. Tout à fait, mais ça c'est, je pense, une erreur stratégique. Parce que finalement, parfois les matières premières sont hautes. En ce moment, il y a moins de demandes, donc le prix est bas. Et puis, pendant cette période de crise, j'ai parlé, moi, à des producteurs. Leurs pommes de terre moisissent, leurs oignons moisissent, sans parler des pertes après récolte que vous avez déjà au Sénégal, qui vont 20, 30, 40%. Ça veut dire que vous travaillez une partie de votre temps et une partie de votre récolte, vous la jetez aussitôt à la poubelle. Donc, il y a beaucoup à gagner. En fait, il y a tout à gagner pour le Sénégal à faire cela. Des emplois mieux qualifiés, des emplois plus nombreux, des emplois mieux rémunérés, et puis tout le reste suit, parce que ce sont des ressources pour l'État ensuite. Ce sont des ressources pour l'État. L'État pourra payer la santé, l'éducation, les infrastructures. Si vous ne créez pas ce secteur industriel, qu'il s'agisse du Sénégal, mais regardez tous ceux qui ont négligé leur industrie dans les 20 ou 30 dernières années. Ça crée des tensions politiques même au niveau international, parce que les pays petit à petit sans industrie, qui ont laissé leur industrie partir, s'appauvrissent. Et donc la seule façon pour le Sénégal d'avoir les moyens de son développement dans le futur, c'est vraiment de développer cette capacité de transformer ses propres produits. C'est la clé de la relance économique dont on parle aujourd'hui. Tout à fait, je le pense. Après le plan de résilience, le programme de résilience, le plan de relance économique. Tout à fait. Le plan de relance est fondamental parce que vous parliez tout à l'heure du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent a fait vraiment des analyses très fines. Mais d'accord, quel est votre avis aujourd'hui de ce PSE qui est le référentiel des politiques publiques avec cette crise? Un plan qu'il faut garder comme tel, qu'il faut réformer, réviser ou qu'il faut abandonner? D'abord, les analyses sont excellentes. Les analyses sont bonnes sur la société. Abandonner le PSE? Non, il ne faut pas abandonner le PSE, il faut l'adapter à la nouvelle situation et peut-être le concentrer. Et c'est peut-être là où justement... Il a un peu trop ratissé large. C'est-à-dire que c'est un plan quand même holistique, donc ce qui est naturel. Maintenant, les ressources sont moindres et le temps presse. Et il faut se concentrer. Pour avoir de la force, il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur la capacité productive. C'est les investissements dans les capacités productives qui va permettre de créer les emplois et qui va permettre aussi à l'État de reprendre des ressources qui vont lui permettre de rembourser aussi tous les emprunts qu'il fait. Si vous n'avez pas les activités, parce qu'il y a des activités, des dépenses qui finalement sont des dépenses et puis l'argent est perdu et dépensé une fois, vous n'avez pas de retour sur investissement. Quand vous faites un investissement productif,
une fois que vous avez la production, vous avez les emplois, et puis vous avez toutes les devises qui sont gagnées par rapport à la production, et donc vous avez les moyens ensuite de rembourser votre prêt. Donc il faut se concentrer pour l'emploi, mais aussi pour le remboursement futur des prêts, il faut se concentrer sur les secteurs productifs. Parce qu'il y a un endettement aussi, que le pays se crée. C'est pas tout l'argent qui circule aujourd'hui ici et ailleurs, il va bien falloir le rembourser un jour. Et donc ce sont des emprunts que le contribuable devra payer. Or, si on crée les conditions de la croissance grâce à des investissements productifs, que vous avez des gens, plus de monde qui a un emploi, plus de monde qui a un emploi mieux rémunéré, tout ça, ce sont des ressources qui vont aller aussi dans l'État. Très bien. Alors, on va prendre 1 minute, 3 questions. Thiama Konaté qui rappelle ses propos du président sénégalais. Aucun pays ne s'est industrialisé par accident. Le pétrole et le gaz sont des opportunités extraordinaires pour s'engager dans cette voie. Fin de citation. Il me demande l'avis de votre invité. Tout d'abord, oui, à condition de bien utiliser ses ressources. Et moi, ce que je vois au Sénégal, c'est d'abord plusieurs choses. Un, le Sénégal s'est inscrit dans cette initiative pour la transparence. Donc normalement, les citoyens ont accès à cette information. 2, il y a eu la création d'un fonds pour les générations futures, de faire qu'il y ait des ressources qui seront utilisées plus tard. Aussi un fonds, le fonds 6, pour la diversification, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans la malédiction de l'or noir, comme on dit, mais les fonds gagnés par le pétrole permettent d'irriguer aussi la diversification et l'industrie. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs déjà, je trouve, des mesures qui ont été prises et qui, si elles sont suivies des faits, sont quand même assez importantes. L'Union européenne qui ferme son espace à certains pays, dont le Sénégal, qui a décidé d'appliquer la règle de la réciprocité. Votre commentaire? Nous sommes dans une période un peu complexe. Donc chaque pays ou chaque zone essaie évidemment d'éviter d'importer des cas. Donc bon, nous aux Nations Unies, on ne recommande pas la fermeture. Mais par contre, peut-être que l'Union européenne ne doit pas fermer son espace. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, je pense que fait ses meilleurs efforts pour avoir une approche coordonnée. Mais évidemment, après, chaque État membre reste souverain. Et donc, comme l'est le Sénégal. Et donc, mais vous ne le recommandez pas, la fermeture? Non, c'est-à-dire qu'il faut aussi, ce qu'on recommande, je disais tout à l'heure, c'est les tests. Donc si on arrive à avoir ces tests à 600 francs CFA et que chacun, avant de monter dans l'avion, peut faire son test, ça va simplifier les choses, ça va instaurer la confiance aussi. Et puis ensuite, tout ce qui est les gestes barrières, hein, je pense que maintenant, aussi les compagnies d'aviation font tous les efforts pour que dans les aéroports et aussi dans les avions, il y ait les meilleures conditions pour ne pas faire que le virus se propage pour ceux qui voyagent. Dernière chose maintenant, vous êtes diplomate, cette affaire de l'époux de l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal qui a défrayé la chronique. Ses propos sur le Sénégal, le comportement des Sénégalais et des Africains ont été interprétés comme étant du racisme. Convocation de Madame l'ambassadrice par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba. Réaction du gouvernement suisse qui apporte son soutien à sa diplomate tout en précisant sa disponibilité à continuer la coopération avec le Sénégal. Comment le diplomate que vous êtes analyse cette affaire? Bon, d'abord, nous avons un peu un métier compliqué. Parce que c'est vrai que parfois, on peut surprendre nos conversations de façon dérobée, etc. Donc, ce n'est pas le premier cas qui existe dans l'histoire. Et je pense que ça ne sera pas le dernier non plus. Bon, je pense qu'en règle générale, il faut certainement être prudent. Et aussi, je pense que nous sommes dans un pays aussi, je pense que tout le monde fait ses meilleurs efforts. Et tout le monde essaie de suivre. J'ai été très impressionné par le respect, en général, des prescriptions. J'ai trouvé que le Sénégal était un pays, justement, très ordonné. Les gens ont montré leur force, leur résilience. Et j'étais plutôt assez impressionné par vraiment le Sénégal et les Sénégalais, à la fois le gouvernement, les mesures qui ont été prises, mais après, le gouvernement peut ordonner des mesures et puis finalement, les gens ne pas les suivre. Mais j'ai constaté quand même vraiment des efforts qui sont faits. Et personne ne peut donner des leçons, même dans les pays qui étaient au cœur même de la crise, qui étaient les plus touchés, avec un nombre de morts vraiment très lourd.
se retrouver pour des apéritifs ou aller à des matchs de foot, etc. Donc vous voyez, personne ne peut donner des leçons. Oui. Et donc on est tous à la même enseigne. Maintenant, je pense que aussi l'erreur humaine aussi est possible, et surtout que parfois ça peut être, les propos peuvent être tirés du contexte, peut être dans un contexte privé. Oui. Bon, Oui, il la est clair. Suisse parle d'ailleurs de. Il est clair que de sphère privée, de et c'est vrai contexte que privé. en Oui. tant que diplomate, Oui. on essaie de faire attention quand même. Mais je pense que c'est pas très difficile au Sénégal de faire attention parce que vraiment tout au Sénégal quand même nous porte plutôt à être fiers d'être ici. Oui. Je dois dire, et être aussi reconnaissant pour l'accueil qu'on nous fait et aussi les efforts faits par les Sénégalais dans cette crise qui, je crois, doivent être vraiment félicités pour leur résilience, pour aussi leur attachement à essayer d'avancer même dans cette situation très difficile. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Tout à fait. Merci, Excellence. Vous êtes le représentant résident de l'ONUDI au Sénégal. Christophe Yvetot était l'invité du jury du dimanche iRadio ITV, présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Iba Marsen, les réseaux sociaux Mamadou Diagne et Biram Pouy, Imedia SN qui fait le compte-rendu de cette émission, vous le savez déjà, Aliou Diouf, Pape Doudou Diallo pour la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.